Bonjour à tous. Aujourd'hui sur Fréquence Populaire, on va parler d'un monde qu'on regarde souvent de loin, mais dont on dépend tous les jours, celui des agriculteurs. Alors, on en parle souvent ici sur Fréquence Populaire, mais on constate que toujours il y a une colère qui dure, qui change de forme, qui traverse les frontières. Et officiellement, ce qui nous est présenté dans la presse mainstream, c'est que tout serait parti d'une crise sanitaire, la dermatose nodulaire contagieuse. Mais est-ce que c'est vraiment la cause? Ou seulement le déclencheur d'un système déjà à bout de souffle? Pour en parler, on reçoit Philippe Grégoire, cofondateur du SAMU social agricole, grand connaisseur de ces questions-là, qu'on reçoit très souvent et qu'on apprécie beaucoup. Et justement, on va l'interroger pour comprendre mieux toute cette crise, toute cette séquence qui s'est passée. Alors Philippe, on a l'impression que la crise est moins visible ces jours-ci dans les médias. Mais une crise qui disparaît des écrans n'a pas forcément disparu des champs. Alors la question est simple. Est-ce qu'on est dans un tassement ou dans un pourrissement silencieux? Bonjour Pedro, bonjour à toute l'équipe, merci de m'inviter. On est effectivement, la question que tu poses, on est dans un pourrissement, je dirais, ça va pourrir lentement. À chaque fois que la FNSEA rentre dans les mouvements, quand ils voient qu'il y a un soulèvement de la base, parce qu'en fait c'est un soulèvement des non-syndiqués et de la coordination rurale et de la Confédération paysanne, puisque le syndicat FNSEA aujourd'hui représente même moins de 20% des agriculteurs. Et l'immense majorité, plus de 50%, plus de 60% sont des non-syndiqués. Et le problème central, c'est l'appauvrissement généralisé des paysans, enfin de 82% des paysans, parce qu'il y en a encore 18% pour qui ça va bien, mais 18% sur 100, ça fait pas beaucoup. Donc, c'est le revenu qui est la principale, qui devrait être la principale revendication. Mais à chaque fois, on nous refait la pièce de théâtre. On nous parle de l'agribashing, des normes, de l'Union européenne, du réchauffement climatique, des inondations, des sangliers, des contraintes, oui, de l'empilement administratif. Alors qu'à chaque fois, on sait que le problème de la politique agricole commune, mais on peut doubler la politique agricole commune, ça ne changera rien du tout, puisque le 82% de ces paysans qui sont en pauvreté n'ont pas la main sur les prix. Ce qu'il faut, c'est des prix rémunérateurs, voilà, avec la reprise en main du carnet de facturation par les paysans et non pas par l'industrie agroalimentaire. Et tant qu'on reviendra pas, qu'on repartira pas d'une feuille blanche sur un autre modèle économique qui tient compte des paysans, des nourriciers sur les territoires, et qu'on sortira pas de la théorie de David Ricardo des avantages comparatifs, c'est-à-dire des prix agricoles mondialisés, il faut un prix agricole de souveraineté nationale française, un prix agricole de souveraineté nationale italienne, suisse, etc. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Il y a 80% de notre alimentation qui est produite en France, transformée en France, consommée en France. Et sur cette production-là, on n'a pas de marge. Et quand on fait des recherches, ça fait un moment que je vérifie les croisées de données, puisqu'il y a plus de 10 ans qu'on travaille là-dessus. Mais Voilà. Philippe, le déclencheur de cette crise, donc la dermatose nodulaire, où on en est aujourd'hui? Parce que est-ce que c'est quelque chose qui est derrière nous? Puisqu'on sait que les premiers affrontements, les premières frictions avec les forces de l'ordre ont été liées aux abattages des animaux. Et là, effectivement, on a l'impression que les cheptels ont été vaccinés et qu'au final, ce qui était très grave et qui était présenté comme une impossibilité à régler la crise a pu, grâce en partie à la vaccination et une meilleure gestion sanitaire, être réglé relativement facilement. Alors, je pense que l'histoire de la dermatose, effectivement, va s'arrêter. Ils commencent à maîtriser la maladie. Ils ont très mal géré ça, parce qu'ils pouvaient gérer ça de façon, je parle bien de la dermatose nodulaire contagieuse, hein. Ils ont géré ça pour moi très mal, parce qu'il fallait mettre les premiers foyers en Savoie et Haute-Savoie sous cloche, voir ce qui se passait. C'est pas une maladie contagieuse à l'homme, c'est pas une maladie dangereuse.
C'est une maladie qui est apparue en Zambie en 1929. Ça se soigne avec des antibiotiques, de l'ivermectine, et la viande est consommable. Donc je pense qu'ils se sont un peu affolés à cause des 2 milliards d'euros d'exportation qu'on a d'animaux vivants vers l'Italie, l'Espagne, le Maroc et la Tunisie. Ils se sont affolés avec ça, alors que quand on l'a eu à l'île de la Réunion en 1992, on n'en a pas beaucoup entendu parler. Ils ont vacciné, et puis ma foi, voilà. C'est une maladie qui a été propagée dans les Balkans. Voilà. Donc moi, je crois que là, ils ont affolé tout le monde. Et alors, justement, la crise agricole structurelle, il n'y a rien de résolu, puisqu'on n'a pas de prix agricole qui nous permettent de vivre. Et c'est l'abattage total des animaux qui a créé l'exaspération, qui a conduit à des manifestations plus ou moins violentes. Parce que tous les ans, il y a des manifestations, en gros au moment du salon, au printemps, et une à l'automne, toujours. Tous les ans. Il suffit de regarder tous les ans, il y a minimum de manifestations. Là, elles ont été plus violentes parce qu'il y a une partie des agriculteurs, pas les 400 000, très peu finalement, sur 400 000 agriculteurs, sont concernés. Mais l'abattage total, c'est atroce parce que les paysans n'ont pas de rémunération, mais ils s'attachent à leurs animaux. C'est normal. Voilà. Ils s'attachent à leurs animaux. Les animaux, c'est toute leur vie. Ils ont construit ça sur des générations. Donc, quand ils ont vu qu'il faisait l'abattage total, ça aurait été un abattage sélectif uniquement des animaux malades. Les manifestations n'auraient jamais pris cette ampleur-là. Il y aurait eu des manifestations contre le Mercosur, mais ça n'aurait jamais pris cette ampleur-là. C'est l'exaspération de l'abattage des troupeaux qui a fait ça. Mais derrière, ça va s'arrêter. La dermatose, c'est une maladie, ça va s'estomper, ils vont la maîtriser. Et derrière, il n'y a rien de réglé. Là, on est reparti en 2026. Le prix du lait a baissé de 5 centimes 5. Les producteurs de porc, j'étais avec eux au téléphone il n'y a pas longtemps, ils sont payés 1,35 €, plus une prime qu'ils ont de la coopérative, donc ils sont autour d'1,50 €, 1,60 €. Le coût de production, il est à 2,30 € sur des porcelets de 100 kilos. Il faudrait 2,30 €. Les céréales, on est à 160 € la tonne, il faudrait 280. Le lait, on est à 45, il faudrait 65, etc., etc. Le mouton, les agneaux, on se balade entre 7 et 11 €, plutôt 8, 8,5. Il faudrait être à 16 € le kilo. Donc, inutile de dire où est le problème. Le problème, il est là. Par contre, tous les grands médias, ils parlent des contraintes administratives, du Mercosur. Ils ont fait parler la ministre de l'Agriculture qui a dit qu'on manquait d'offres en France et que c'était à cause des écologistes, des lourdeurs administratives et des permis de construire. C'est faux. Moi, je fais des conférences internationales en Hollande, au Danemark, ils ont les mêmes contraintes pour les permis de construire que nous. Le problème, c'est qu'ils donnaient il y a quelque temps même pas 8 centimes de l'offre par producteur. Même pas 8 centimes. Le coût de production pour renouveler les générations avec des bâtiments neufs, c'est 10 centimes 50 de l'offre. Alors, comme ils en ont plus, ils sont remontés, les coopératives, à 9 centimes 2 de l'offre. Et il y a quelques privés qui donnent 9 centimes 5. Il faudrait 10 centimes 5. Il faudrait aller voir Pedro. Moi, je fais jamais les courses, mais 8 centimes de l'offre qui donnait depuis des années et des années et des années, ça devrait te parler. Parce que moi, je fais pas mes courses, mais combien ça vaut une douzaine d'œufs? Ça doit pas être 12 par 8. Hein. Alors là, C'est très cher. Non, mais tu me poses une colle parce que faut savoir que depuis quelques années, je suis devenu intolérant aux œufs. Et, et donc, quand c'est très dilué, ça va. Mais ce qui fait que j'en achète plus. Alors que j'adore ça, hein, mais voilà. Donc là, tu me poses vraiment une colle, mais effectivement, les œufs deviennent de plus en plus chers. Mais justement, alors, je rebondis sur ce que tu dis. Tu parles du Mercosur, et justement, c'est un mot qui revient sans cesse dans la colère agricole. Ce terme de Mercosur, pour certains, c'est donc Eh ben, ça vaut 1,75 €, ça vaut 1,75 €. on nous parle d'un traité purement technique, d'autres disent c'est une horreur absolue. On a un président de la République qui s'est mollement opposé après avoir quasiment tout architecturé et tout poussé depuis des années. Il s'est mollement opposé
à ce traité qui devait être signé en décembre. Au final, au moment où on se parle, Madame von der Leyen est en train de rencontrer le président brésilien Lula pour discuter du traité qui potentiellement serait signé demain au Paraguay, du moins à confirmer, mais qui, de toute façon, le voyage est pour la signature du traité du Mercosur. En décembre, la suspension, justement, dans le cadre des manifestations des agriculteurs en France, mais aussi dans le reste de l'Europe, avait dit on va changer des choses, etc. Au final, on voit que rien n'a changé et que l'Italie a laissé tomber la France dans sa logique de refus. Alors, concrètement, ce traité du Mercosur, est-ce que c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt? C'est un symptôme d'une maladie profonde ou ça va vraiment changer, on va dire, la vie de ces paysans-là? Bien sûr que non. Le traité du Mercosur, c'est pas ça qui va effondrer l'agriculture européenne et française. C'est 100 000 tonnes de plus, puisque voilà, il y avait déjà du commerce avec des droits de douane. C'est 100 000 tonnes de plus, pas en carcasse, mais en produits transformés. Bon, mais c'est un volume qui reste modeste, si on veut aller par là. Il vient s'ajouter au TAFTA, au CETA, au Commonwealth, à tous les traités qu'on a eu de libre-échange avant et tous les nouveaux qui nous préparent derrière. Mais on va avoir on a beaucoup plus de mal par nos industriels qui nous mènent la guerre avec la grande distribution et qui ne nous payent pas nos produits franco-français, sans parler du Mercosur et des traités de libre-échange. Et l'Ukraine sur l'agriculture va porter beaucoup plus de préjudice par le prix des céréales, je pense notamment sur la filière volaille avec le groupe MHP, le milliardaire ukrainien qui fait de la volaille, qui va rentrer en compétition avec le groupe LDC chez nous en France, le groupe NDC qui est dans la Sarthe, le leader européen qui est installé dans les pays de l'Est déjà. Mais lui, il rentre en compétition avec le groupe MHP. On va perdre beaucoup plus d'argent avec la betterave, avec le sucre, avec toutes ces productions-là. On va perdre beaucoup plus d'argent par les offensives des Ukrainiens que le Mercosur, hein, en termes économiques. Et puis, sur les fruits et légumes chez nous, on a perdu beaucoup plus avec l'Espagne et le Portugal, avec des différences tarifaires par la main-d'œuvre, etc., qu'avec le Mercosur. Et donc, le Mercosur, en fait, on le brandit comme étant le grand méchant loup, mais les agriculteurs qui se suicident et qui sont ruinés, ils sont ruinés alors que le Mercosur n'est pas en place. Donc, c'est bien une politique qu'il faut remettre à plat, repartir. Attends, si je veux me permettre de te couper, ce que tu es en train de nous dire là, c'est qu'en gros, le Mercosur n'est qu'un loup de plus, sauf que les loups ont déjà infesté la bergerie, et en gros, on se plaint du loup qui veut rentrer, alors que tout le cheptel s'est déjà fait dévorer par les loups qui sont en place. Oui, le loup du Mercosur c'est un loup qui n'a pas besoin de pénétrer sur le territoire national, mais c'est un loup qui va faire beaucoup moins de dégâts dans la volière que a fait le loup du Commonwealth ou des CETA, des TAFTA, tous les traités avant. Et puis les loups les plus importants, ils sont chez nous, ils sont à l'intérieur du pays. Hein, c'est ceux qui viennent dans nos fermes nous acheter nos produits, qui représentent les loups qui sont en interne en France, mais qui sont en même temps qu'on leur congénère, leurs cousins ou leurs descendants, qui sont installés dans le monde entier, en Russie et partout, des loups français, qu'on fait déporter hors de l'Europe pour ramener la marchandise chez nous. Ces loups-là, français, ils représentent 80% de l'alimentation produite en France, transformée en France, mangée en France. Et là-dessus, on n'a que 4,5% ce qui revient à nous sur un caddie de 100 euros. Et là, les lots, ils sont français. Hein. C'est Bigard, c'est nos coopératives. Alors, c'est dommage parce que c'est piloté par des élus de la République qui sont main dans la main avec les présidents de coopératives de la FNSEA. Donc, c'est piloté par chez nous depuis quand même des décennies. C'est quand même le bilan
du RPR, de l'UMP des Républicains et du Parti Socialiste et de la gauche plurielle, hein. C'est quand même ce bilan-là, hein. Pas tellement celui du général de Gaulle, parce que ça démarrait surtout à partir de Pompidou. Alors justement, tu nous as envoyé un très beau schéma qui permet, on va dire, est-ce qu'on peut considérer que c'est un schéma de la bergerie et que tu as mis tous les loups, dedans? Mais effectivement, alors on va le montrer à l'écran, à nos téléspectateurs, mais on voit une concentration terrible dans la main de très peu d'acteurs. Donc je vais citer les acteurs, la holding Sodial, la multinationale Lactalis, pour les volailles, LDC, celui que tu as cité, puis Vendry Group, heu, Denkavit, heu, Copperpearl, Bigard et pour finir, Les bovins. Ingra Oui. Et puis pour finir, c'est les structures et Invivo. qui ont été montées par la FNSEA, Unigrain, le groupe Avril et Invivo. Et ils se réunissent une fois par an dans le Loiret à Saint-Denis-de-l'Hôtel. Ça s'appelle l'Open Agri-Food, qui réunit tout ce petit monde-là chez le patron de la laiterie LSDH. C'est qui le patron? Qui fait croire qu'il est pour le local. Ben lui, il rassemble tous les loups et puis il les invite à déjeuner, au dîner, au champagne payé par une filiale du groupe Indivo. Alors si on se concentre sur ce graphique justement, ce qui saute aux yeux, c'est justement la concentration. C'est-à-dire qu'on est face à des acteurs avec un poids considérable, donc on peut imaginer que le petit producteur, bah, il aura beau râler, «Je suis pas d'accord, mon lait, mon veau, mon porc, il devrait être payé plus cher». On va le regarder, on va dire: «Écoute, il y en a 200 qui crèvent, qui veulent ta place, soit c'est que ça, soit c'est tu prends la corde, en fait». Alors même quelqu'un qui a 1000 hectares ou 2000 hectares de céréales, je vais exagérer, il pèse rien par rapport à ça. Parce que là, alors je vais rappeler quand même avant, donc j'ai bien dit, parce que on va revenir sur les propositions après. 80% de notre alimentation, et on pourrait aller vers 90, 92, 94%, hein. On peut reprendre notre souveraineté pour être moins dépendant de l'extérieur. Faut savoir que les prix mondialisés, hein, euh, c'est que en valeur, hein, les produits agricoles qui voyagent dans le monde, en brut, produits bruts agricoles, c'est que 8% de la valeur des produits en transactions agricoles dans le monde et 12% les échanges. 12% si on rajoute les produits transformés. C'est-à-dire que pour 12% de marchandises en valeur, hein, en dollars, qui voyagent dans le monde, on effondre les prix parce qu'on dit, bah voilà, il y a des animaux moins chers en Pologne ou des fruits moins chers en Espagne, etc. Tu es en train de dire que, il y aurait une espèce de marché de l'importation factice, Mais c'est peu. juste voilà, juste pour pouvoir mettre la pression sur nos agriculteurs en disant: «Attention, regardez, je suis capable d'en trouver à 5 €, donc vous me faites pas 6 €», alors que la quantité, en fait, ne pourrait jamais répondre à la demande. Mais ça oblige, en fait, à tirer tout le monde vers le bas. Si tu veux, en valeur, c'est 12% de la valeur des échanges en dollars. Ça veut dire que, grosse, en moyenne, hein, voilà, c'est une certitude. Ben nous, tu vois, on est à 80%. Mais au Brésil, en Inde, en Chine, en Russie, aux États-Unis, en Afrique, en moyenne, la production, elle est produite dans le pays et elle est consommée dans le pays. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'échange. Mais en moyenne, la grosse moyenne, les marchandises, elles se baladent pas totalement d'un pays à l'autre. C'est pas vrai. Bon, donc voilà à quoi ça nous conduit. Alors, ce qui est important, les gens savent qu'il y a quelques centrales d'achat. Ça, ils le savent. Leclerc, U, le groupe Géant Casino, ça, tout le monde le sait. Mais ce que les gens savent beaucoup moins, c'est que les agriculteurs n'ont pas la main, ne sont pas maîtres de leur prix. L'industrie agroalimentaire, Oui, parce que, si je comprends bien, ces grands distributeurs, comme tu les appelles, mais de toute façon, ils rachètent aux grands groupes dont on a parlé là. seulement. Eux achètent, donc de toute façon, il y a toujours cet intermédiaire ultra concentré, donc parfois on tape beaucoup sur la grande distribution, mais au final, c'est l'intermédiaire du milieu qui est le pivot et qui décide Oui. des prix.
C'est lui qui est le pivot. C'est lui qui est le pivot. Et là, on va en parler du schéma, mais quand on parle du Mercosur ou les autres traités, qui passe les bons de commande sur le TAFTA, le CETA, le Mercosur demain? Qui passe les bons de commande? C'est pas Brigitte Macron, c'est pas Emmanuel Macron, c'est pas Gérard Larcher. Qui passe les commandes? Le commerce, il se fait avec qui? Bah, il se fait avec les centrales d'achat. Il se fait avec ces multinationales-là de l'agroalimentaire. C'est eux qui font le commerce. Aujourd'hui, dans les aliments du bétail, les ingrédients qu'ils mettent dedans, ou dans le lait, l'huile de palme et tout ça, les ingrédients qu'ils mettent, c'est eux qui passent les commandes du soja OGM qui vient du Brésil. C'est pas Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il commande pas du soja à l'Élysée. Donc, c'est bien les multinationales de l'agroalimentaire et les centrales d'achat des grandes et des moyennes surfaces. Alors là, ce qui est important quand même, c'est qu'on est arrivé à 1,2% des entreprises, si tu veux mettre le tableau à l'écran, 1,2% des entreprises raflent 85% du chiffre d'affaires de l'agroalimentaire qui est en France d'environ 220 milliards d'euros, hein, et 85%, j'ai mis 80, c'est 85% des salariés. Et là, on retrouve en lait deux acteurs majeurs, Sodial, la coopérative gérée par la FNSEA, Lactalis, qui est privé, mais qui est présent dans le monde entier, 28 milliards de litres dans le monde entier, 28 milliards d'euros de chiffre d'affaires, hein, et ces deux acteurs-là, à eux, tous les deux, ils transforment à peu près 12 milliards de litres de lait sur 23 milliards que produit la France. Voilà. Après la volaille, vous avez le groupe LDC, c'est le leader européen de la volaille. Hein. Alors, ce qui est important à dire, c'est que ces acteurs-là économiques, c'est eux qui font la facture, c'est eux qui gèrent les volumes, c'est eux qui gèrent les importations, les exportations et les vides sanitaires quand il y a du hors-sol. Ils détiennent toutes les marques, j'ai oublié de le dire. Sodial, par exemple, c'est quand les gens font leurs courses, c'est Candia, Bonilay, Terroir, on a toutes les marques là, toutes les marques Sodial. Hein. Et après, ce que tu dis, ils sont détenteurs des marques. La marque, la licence, la marque, elle leur appartient. Si on prend le groupe LDC, eh ben vous avez toutes les marques, le Gaulois, le poulet de Loé, Marie, Poulet Toc, Maître Coq, Caille Robin, voilà. Et vous allez avoir la même chose dans les veaux de boucherie, dans les veaux. Il y a deux Hollandais, le groupe Vendry et le groupe Depkavit, eux qui ont la main du marché des veaux en batterie en Europe, avec une plateforme aux États-Unis, donc deux acteurs. En cochon, bah, vous retrouvez la Coperle et Bigard. Bigard qui a plus de 55% des abattoirs de porc et soit plus de 70% des abattoirs de bovins, le groupe Bigard, avec toutes les sociétés. Et c'est pareil, comme la Coperle, ils ont toutes les marques. C'est eux qui ont toutes les marques. Donc, par exemple, la Coperle, ils n'ont... et c'est important ce que tu dis parce que les gens, justement, tu viens de citer certaines marques. Les gens dans le supermarché, parfois, font un choix d'une marque. Je prends un exemple. Tu vas prendre un cordon bleu qui va être Marie. Tu vas prendre un cordon bleu le Gaulois et tu vas te dire, ah oui, bah c'est pas le même. En fait, c'est derrière. Parfois, c'est juste l'emballage qui change et c'est fabriqué au même endroit et de la même manière. Et donc, et parfois, c'est pas vendu au même prix. Et c'est ça qui est assez dément, c'est que les industriels créent parfois des marques plus ou moins bas de gamme, moyenne gamme, haut de gamme. C'est le même produit dans un emballage différent qui va être vendu à des prix différents. Mais l'agriculteur, lui, touche toujours quasiment rien. Alors, c'est intéressant parce que le fait qu'ils soient détenteurs des marques, on voit bien que les producteurs, les 18% qui gagnent plus de 2000 euros, plus de 2500 euros, et tant mieux, les agriculteurs, c'est qui? C'est les producteurs de champagne. Le champagne, l'appellation champagne, ils en bénéficient. Les viticulteurs qui ont eu le Bordeaux, le Coteau du Léon, toutes les appellations, le Beaufort, le Comté. Bon, l'appellation, elle est tenue, elle est dans les mains de la filière coopérative qui appartient aux agriculteurs. Donc, on bénéficie de la marque. À partir du moment que la marque appartient aux industriels, c'est là qu'on entend le discours mensonger des ministres de l'agriculture et des commentateurs politiques sur les grands médias. Ils disent, dans l'exemple du Mercosur ou les autres traités,
Oui, mais on va exporter des fromages. On va exporter, on va vendre du vin, on va vendre du cognac. Attention, c'est vrai. Mais comme c'est ces industriels-là qui détiennent les licences, qui détiennent la marque, eux, c'est vrai, faut dire la vérité, ils vont faire du bénéfice à exporter du vin ou des fromages. Mais c'est l'entreprise qui va faire du bénéfice. C'est pas l'agriculteur qui va produire le lait qui va faire les fromages. C'est là qu'est toute la nuance quand on dit il y a les gagnants et les perdants. Donc en fait, le schéma, il est hyper concentré. Il y a quelques acteurs économiques qui ont la main sur les prix agricoles. Ils ont une portée internationale parce qu'ils sont dans tous les pays implantés. Et après, on a à droite la colonne de droite, le fonds Unigrain qui a été monté par les céréaliers en 1963. Et là, le fonds Unigrain, c'est le numéro 1 de la boulangerie dans le monde, des outils industriels qui ont été rachetés à la famille Wendel, qui est la famille d'Ernest Antoine Seyer, l'ancien président du MEDEF. Hein. Et puis, c'est la Société des transports, le groupe STEF, les camions frigo, 100 000 livraisons par jour en Europe. C'est des fonds des céréaliers du bassin parisien de la FNSEA, c'est-à-dire qu'ils sont actionnaires, ils ont mis tes billes là-dedans depuis 1963, c'est les glaces et les sorbets, c'est les chaînes de restaurants Restoria, c'est les brioches paquets, c'est 28 laboratoires en Europe, ils travaillent avec la Banque publique d'investissement, et après vous avez le groupe Avril où est Arnaud Rousseau, les huiles, toutes les marques qui détiennent, les agrocarburants, le partenariat qu'il avait fait avec tous les outils de méthanisation et tout ça. Et vous avez après l'autre société qui a été créée par la FNSEA, parce que vous avez Unigrain, le groupe Avril en 82 et InVivo en 2001. Alors là, InVivo, c'est un regroupement de plus de 200 coopératives. Alors InVivo, c'est pareil, c'est le plus important. Ils vont bientôt frôler les 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires, eux, plus que le groupe Avril. InVivo, aujourd'hui, ils sont rendus au sommet de Davos. InVivo, ils travaillent avec les chaînes de magasins Casino. Ils travaillent avec Xavier Niel, Alexandre Zouhari, qui a 45% des magasins Picard surgelés, et Mathieu Pigas. InVivo, c'est les magasins Delbar, Boulangerie Louise, Marie Blacher, les magasins Gamme Vert, BioEco, InVivo, ils ont même une compagnie aérienne en Nouvelle-Zélande, un avion de 34 places qui vend du vin de la société du groupe Cordier dans les avions. Donc InVivo, c'est un État dans l'État. Et tout ce petit monde-là se réunit une fois par an dans le Loiret, à l'Open Agri-Food, ça s'appelle, où est le patron de C'est qui le patron avec la laiterie et l'SDH. Donc voilà la concentration qu'il y a des outils agroalimentaires qui ont la main sur la paysannerie. Donc le groupe Avril, il est dans 30 pays dans le monde, InVivo encore un peu plus, et puis Unigrain, lui, il a 1 milliard d'euros de fonds propres, c'est des fonds des céréaliers, qui sont placés dans les entreprises. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises, de boulangerie, même de logistique, c'est des fonds Unigrain. Alors, ils ne sont pas actionnaires majoritaires. Hein. Ils mettent de 1 million d'euros à 10-15 millions d'euros dans une entreprise. Ils ne sont pas majoritaires. Si l'entreprise investit 100 millions d'euros, eux, ils vont peut-être en mettre 5 ou 6. Mais ils sont actionnaires dans tout la toile d'araignée agro-industrielle, agroalimentaire française, même les chaînes de restaurants. C'est énorme le nombre d'entreprises qui sont concernées. Énorme. Alors moi, j'aimerais justement voir aussi du côté politique. Alors on a d'un côté certains politiques qui disent, donc beaucoup qui disent, on a parlé, on a bloqué, on a alerté, pourtant rien n'a bougé, en particulier aussi sur le Mercosur. On en a d'autres qui disent les manifestations étaient violentes, on pouvait pas soutenir. D'autres qui disent oui, mais au final, c'est au bénéfice que de certains. D'autres qui viennent, on les voit uniquement quand il y a des grèves, mais dès lors que c'est plus dans les médias, ils oublient la paysannerie. Bref, est-ce que
tu penses qu'on a vraiment essayé de résoudre la crise ou seulement de la contenir politiquement et médiatiquement? Ah bah c'est ta dernière phrase qui est la bonne. On essaye de la contenir médiatiquement et politiquement, puisque les politiques en place, les politiques qu'on a vus venir à la rencontre des agriculteurs sont tous responsables collectivement de cette crise agricole. Ils n'ont rien fait pour que ça s'améliore. Et la politique agricole, à partir de 1992, qui a consisté à nous ramener des aides à l'hectare, puisqu'avant, on avait des prix un peu plus stables avant. Hein. On était déjà en crise, mais on était moins à la merci des marchés. Ils nous emmenaient moins sur les marchés à l'international. Mais ils ont décidé d'accélérer ça à partir de 92. C'est là qu'ils ont mis en place les aides aux surfaces cultivées, qui s'appelle la politique agricole commune, sachant qu'à l'heure où je parle, il y a toujours des agriculteurs qui n'ont pas la PAC. Je pense aux petits maraîchers, je pense aux horticulteurs, je pense aux producteurs de lapins, de cochons ou de volailles qui n'ont pas de terre agricole, qui ont que des bâtiments mais qui n'ont pas de terre, ils n'ont pas la PAC. Et cette politique agricole commune était destinée à nous emmener justement sur les marchés, parce que la politique de la FNSEA, du Nigrin, du groupe Avril et d'Invivo, c'est la politique de l'offre, c'est l'idée de que la France, on va nourrir le monde, c'est écrit d'ailleurs quand on va sur leur page d'accueil, la France doit exporter, l'Europe doit être puissante et on doit nourrir le monde. Alors moi je savais pas que un pays comme la France qui a 27 millions d'hectares déclarés à la PAC, je savais pas qu'on était capable de nourrir le monde. Je pensais pas qu'on pouvait être aussi fort que ça. Donc en allant comme ça sur les marchés internationaux, on s'est tiré une balle dans le pied parce qu'on a essayé de produire toujours à moins cher avec l'argent du contribuable, hein, pour essayer d'attaquer des Indiens, des Néo-Zélandais, des Américains, alors qu'on parle de choses qui sont pas comparables, puisqu'en agriculture, il y a le monopole des facteurs avec déjà le problème du climat. Rien que par le climat, déjà, on ne peut pas comparer les agricultures. Après, il y a le volet social, environnemental. Donc, on nous a vraiment emmenés dans le mur encore plus depuis 92 avec la politique agricole commune. Et Louis Mermas, qui avait été ministre de l'Agriculture, nous avait dit une fois à une réunion que la politique agricole commune, elle était mise en place pour que les agriculteurs y rentrent en transition et qu'on avait besoin d'une Europe forte à 27, parce que demain, il y aurait pas une voix française ou une voix italienne, mais il y aurait un discours unique européen et qu'ensemble, on serait plus fort. Et comme on allait être plus fort dans cette Union européenne, les aides compensatoires aux surfaces cultivées n'étaient qu'une parenthèse, parce qu'après, nous, on pourrait voler de nos propres ailes. Alors non seulement on peut plus voler de nos propres ailes, mais il y a longtemps que le pigeon il est plumé. Hein. C'est marrant ce que tu dis parce que cette volonté d'aller vers l'étranger, pour moi, elle a été assez bien illustrée par un film de 1978 de De Funès Oui. qui était la Zizanie, où justement De Funès jouait cet industriel qui à tout prix voulait exporter et vendre à des Japonais au lieu de valoriser, on va dire, le terroir et le travail. Et en fait, on lui fait un chèque en blanc, du moins un chèque en bois, et au final, il se retrouve comme un idiot. Et justement, ce qui veut dire que déjà à l'époque, ben, on est en 78, il y a presque 50 ans de ça, on comprenait que ces gens qui étaient focalisés uniquement sur le prestige de l'export menaient à la ruine. Et on est presque 50 ans après, on a l'impression que, alors que ça avait été illustré de manière comique dans ce film-là, on n'a toujours pas compris que, bien sûr, que si tu vends proche de chez toi, c'est toujours plus facile que d'essayer de commencer à attaquer à vendre à 10 000 kilomètres avant de vendre à côté de chez toi. C'est une logique très étrange. Alors, on sait que derrière, il y a aussi la logique des subsides à l'export qui parfois rendent plus intéressant pour certains de vendre à l'étranger. Et nous, on finit par importer des trucs qu'on a vendus nous-mêmes à l'étranger. Enfin, pas les mêmes, hein, mais ce que je veux dire, c'est ce côté de dumping où si la production est vendue en France, elle sera moins
subventionnée que si elle est vendue, comment ça s'appelle, à l'étranger. Oui. Ou du moins elle sera moins subventionnée. Mais moi, ce que tu dis est important, c'est-à-dire que tu dis qu'on a essayé de contenir. Pour toi, tous ces débats qu'il y a eu sur les chaînes de télé, ces interventions, tout ça, en fait, en réalité, on parle du Mercosur, on parle de la PAC, mais on parle pas, en fait, de comment augmenter les revenus des paysans. C'est ça. C'est-à-dire qu'on parle de tout sauf du fond, parce que je fais exprès d'être provocateur. Quand j'ai été chez André Derkoff, faut provoquer, c'est pour faire comprendre le grand public. Si demain on augmente la PAC de 20%, hein, alors tout le monde va venir à l'antenne, le ministre, le président de la FNSEA. On a obtenu une augmentation du budget de la PAC de 20%. Donc un agriculteur qui touche 40 000 euros, voilà, il va toucher 48 000 euros. C'est une victoire syndicale, etc., etc. Non, ça ne sera pas une victoire syndicale, puisque là, on démarre l'année en production laitière, on risque de s'orienter sur une ferme moyenne en lait, vers 25 000 euros de moins sur la vente du lait sur l'année. Donc 25 000 euros de moins sur la vente du lait sur l'année, c'est l'équivalent de ce que touche la PAC certains agriculteurs. Donc ça veut dire que sa PAC, elle est réduite à zéro. Le prix du porc en dessous le coût de production, le lapin, j'en parle pas, c'est une production qui est en train de disparaître. Donc, à partir du moment qu'on a C'est intéressant ce que tu dis parce que je me souviens, moi, enfant, et je pense qu'on est nombreux à ce que le lapin était vraiment un plat qui était dans les restaurants, dans les cantines scolaires, même un peu partout, on mangeait régulièrement du lapin. Et maintenant, aller dans un supermarché, même pas un hypermarché, mais dans un supermarché, trouver du lapin, il n'y a plus de lapin. Le lapin, il est payé souvent autour d'1,80 €, 1,85 € le kilo au producteur. Hein, c'est souvent le double, de toute façon. Même le canard est en disparition. Hein, voilà, il faudrait 3,50 € pour les producteurs de lapins. Bon, on le sait, parce que les gars, ils tombent en burn-out, on les a, les dossiers. Bon. Et donc, en fait, qu'on a menti aux gens. Le problème, c'est la rémunération. Ils ont menti, comme d'habitude, sur tous les plateaux. Et en réalité, il accuse de temps en temps le consommateur 13% du budget des ménages. Hein, sur les 1650 milliards d'euros de consommation sur le produit intérieur brut de la France, 1650 milliards d'euros de consommation des budgets des ménages, ils prétendent que la partie agricole, c'est le 13% du budget des ménages. C'est pas 13% du budget des ménages, c'est 26-28. Pourquoi? Le coût alimentaire que provoque ce modèle agricole français industrialisé, mais c'est pareil en Italie ou ailleurs, hein, c'est au moins, j'ai pris les chiffres bas, au moins 120 milliards d'euros. Pourquoi? C'est l'impact sur l'environnement, les traitements de l'eau, l'impact sur la santé, 1200 € par Français. 1200 €, c'est pas beaucoup. Hein. Quelqu'un qui a un cancer, tu lui demandes s'il s'est soigné pour 1200 €, tu vas voir. C'est plus que ça. C'est l'obésité, les maladies cardiovasculaires, tout cumulé. Après, la PAC, 9 milliards, 1 milliard d'aides chaque année de l'État, nos retraites qui sont prises en charge par la sécurité sociale et par l'État, 7 et 5, 12 milliards d'euros, les aides aux coopératives qui bénéficient de la fiscalité particulière des coopératives, 2 milliards d'euros chaque année, et puis après, tout est subventionné. Alors, quand vous arrivez dans le magasin, acheter un produit 1 €, tu vas voir le producteur, tu peux arriver qu'il vende 2 €, tu vas dire, je comprends pas, tu vends ton produit agricole 2 €, j'en ai vu dans les magasins à 1 €, t'es au double. C'est normal, parce que les 120 milliards d'euros, tout est faussé, tout est financé, tout est faussé. L'abattoir a de l'argent public, la laiterie, la logistique, le paysan. On fait un bâtiment, on a droit jusqu'à 45% de subventions pour monter des bâtiments, des réserves d'eau, des robots de traite. Ils financent même, ils donnent des aides pour le matériel agricole. Tout est faussé, Pedro. Donc à partir du moment que tout est faussé, je suis personne aujourd'hui, je prends au défi un homme politique ou quelqu'un de donner le prix de la tomate, ou le prix de la banane, ou le prix du yaourt. C'est impossible.
C'est impossible parce que je ne suis pas capable de te donner dans le détail le prix, puisqu'il y a des subventions à tous les étages. Comme il y a des subventions, y compris des subventions via le réseau bancaire, via la Banque publique d'investissement, via nos banques, Crédit Agricole, qui nous font bénéficier de taux bonifiés. C'est quoi un taux bonifié? C'est un avantage d'un taux préférentiel qui est payé, qui est pris en charge par le budget de l'État, par tes impôts. Donc tout est faussé. Donc le prix de la tomate, personne est capable de le dire. Je dis bien personne. Donc du coup, on est complètement déconnecté des réalités et le budget alimentaire, on ne sait plus ce que ça veut dire. On ne sait plus ce que ça veut dire, Pedro. Oui, oui, je comprends. C'est un peu la problématique des gens qui font des comparaisons d'une ville à l'autre, en particulier sur la taxe d'habitation, vis-à-vis des infrastructures. Une ville où il y a une bibliothèque, une médiathèque, une piscine, un stade, des infrastructures, et cetera, le taux d'imposition n'est pas le même qu'une ville où il n'y a pas tout ça. Et effectivement, parfois les gens ne se rendent pas compte parce ils vont bénéficier de tarifs assez réduits pour l'usage de services publics dans leur ville, mais en réalité, ils les ont déjà payés. C'est-à-dire que, il faudrait remettre le prix des impôts locaux dans le prix, des services qu'on utilise. C'est ça, bien, bien dit. Et là, si on voulait aider les agriculteurs, donc faut repartir sur un modèle de prix de souveraineté nationale, hein, avec un partenariat avec un groupe de pays qui veut dire quelque part Frexit, mais d'une autre façon. Hein, on fait un partenariat, on prépare notre coup avec des pays avec lesquels on a des points communs pour faire des échanges. On n'a pas besoin de Ursula von der Leyen pour faire des échanges. Hein, on est capable de les faire entre nous. On les faisait avant entre nous. Voilà. Et on peut mettre en place après un plan de désendettement, transformer la dette des agriculteurs, puisqu'il y a un endettement moyen par exploitation de 260 000 euros, on peut transformer les dettes en rente perpétuelle et repartir sur un modèle vertueux avec un prix de souveraineté nationale. Et le financement du foncier, parce que 40% du foncier appartient aux agriculteurs, 60% c'est des propriétaires terriens, souvent des petits propriétaires, qui veulent des fois vendre quand il y a le décès des parents. Et bien là, je voyais encore il n'y a pas longtemps que le placement du livret A est à 1,5%. On pourrait proposer le double, on pourrait mettre 3% de retour sur investissement à des apporteurs privés qui vont mettre l'argent dans le foncier. Donc l'argent, elle n'est pas volatile, hein, parce qu'elle est attachée à la terre. Donc même s'il y a un crack monétaire, la valeur, elle sera toujours là. On pourrait proposer 3% de retour sur investissement, et il y a des épargnants qui pourraient acheter du foncier, et le foncier, c'est la garantie, c'est une économie physique, l'agriculture non délocalisable. Le problème dans notre économie française, c'est qu'il faut que les hommes politiques y comprennent qu'on a besoin de souveraineté et d'une économie physique, des paysans sur les territoires, les nourriciers, des usines qui fabriquent des voitures, des chaussures, de l'énergie, et non pas de l'économie virtuelle. Mais alors justement, cette fois-ci, dans cette crise agricole qu'on a vue, qui a commencé par la dermatose nodulaire, on a vu aussi d'autres manifestations un peu partout en Europe. Donc la colère s'est pas arrêtée aux frontières françaises. En Irlande, en Grèce, en Italie, en Pologne, en Espagne et ailleurs encore, les agriculteurs se sont mobilisés aussi avec des messages. Alors, la question du Mercosur revenait, mais avec des messages aussi similaires. On ne vit pas de notre production. Certains se plaignaient de retard, je pense aux Grecs, dans le paiement de la PAC par l'Union européenne à certains pays. Est-ce que justement, c'est une crise française pour toi, ce qui est en train de se passer? Donc c'est l'effondrement du modèle agricole européen. Européen, mais c'est même mondial. Mais si on reste sur l'Europe, c'est une crise européenne. C'est une crise du modèle néolibéralisme. Hein. C'est une crise du modèle économique. C'est pas lié aux agriculteurs. Hein. C'est le modèle économique tel qu'il fonctionne aujourd'hui, il est en fin de vie. Et donc, faut passer à autre chose. Si on passe pas à autre chose, on va à la catastrophe. On va vers la perte de notre souveraineté, de l'arme alimentaire.
Et donc là, on s'en va vers des crises. On perd nos emplois. On est capable, si on remet un prix de souveraineté nationale, de créer en termes d'emplois l'équivalent de ce qu'il y a dans l'agroalimentaire, les 600 000 emplois. On maintient les 600 000 emplois dans l'agroalimentaire, mais on peut en créer 600 000 de plus de par la main-d'œuvre qui manque dans les exploitations. Simplement, il faut revoir la répartition de la valeur ajoutée dans la filière. Voilà. Et il y a un tas de choses qu'il faut simplifier. Il faut revoir la chaîne de valeur. Et là, on peut recréer des emplois. Et on peut faire pareil en ramenant de l'industrie, les petites et les moyennes entreprises, en adaptant le taux d'imposition, en prenant un taux d'imposition moyen qui est cohérent au niveau européen. Et on va recréer des usines, des petites boîtes chez nous. Et c'est là qu'on va ramener 2-3 millions d'emplois dans la machine économique, qui ne seront plus des chômeurs et qui cotiseront pour le régime des retraites. Mais alors, est-ce que justement, donc ce que tu dis, c'est une logique vertueuse, Oui, un modèle vertueux. mais le cœur du problème, parce qu'on a parlé des normes, où pour toi, effectivement, c'est un problème, mais ça reste secondaire, c'est pas le cœur du problème. Il y a la question des maladies. On voit à nouveau que c'est pas le cœur du problème. On va dire tout ça, c'est les symptômes d'une maladie profonde. La question des traités aussi, qui elle-même est les symptômes, mais il n'est pas la maladie. Je vais te poser une question qui va peut-être te paraître un peu brutale, mais est-ce que c'est réellement possible pour un agriculteur de vivre correctement de son travail quand on est agriculteur? Est-ce qu'il y a un espoir pour cette filière où on est face à des agriculteurs qui, de toute façon, sont dans une situation où il est impossible de s'en sortir? C'est-à-dire que il n'y a pas de modèle pérenne sur un long terme. Certains peuvent, on va dire, bah, un peu comme ceux qui gagnent à la loterie, de temps en temps, il y en a qui s'en sortent, mais qu'en gros, l'immense majorité dans un système où c'est un jeu à somme nulle. Ils ne peuvent pas gagner. Ils sont condamnés. Et l'autre question que je vais te poser, parce que c'est important, c'est la perception vis-à-vis de la population. Est-ce que les gens, en général, ceux qui sont pas agriculteurs, ceux qui sont pas touchés directement par la question de l'agriculture, est-ce qu'ils ont accepté l'idée que nourrir la population ne mérite plus de payer correctement les agriculteurs? Bah, à partir du moment que l'agriculteur, il a un rôle déterminant dans la mesure où il entretient les territoires, donc 31 millions d'hectares quand même en tout avec les Landes, l'entretien du territoire, c'est incontournable. Et ce qui est encore plus incontournable, c'est l'alimentation, c'est la santé. Donc voilà. Donc à partir de là, quelles sont les solutions? Faut prendre des solutions qui fonctionnent. C'est le modèle canadien où les agriculteurs ils se sont organisés avec la gestion de l'offre, où les agriculteurs suisses qui ont mis des barrières avec du protectionnisme. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? L'État, qu'est-ce qu'il peut faire? Il faut qu'il revoie certaines choses comme les droits de succession pour le mettre en adéquation avec la spécificité du métier agricole, qui est des investissements lourds sur des périodes relativement longues avec peu de retour sur investissement. Donc adapter les droits de succession, adapter la fiscalité comme pour les PME, une fiscalité adaptée à nous et nous imposer non pas sur un bénéfice d'entreprise, mais sur nos revenus réels. Ça, c'est la partie gouvernementale. Pour faire évoluer, nous, rapidement, c'est de s'adresser aux 68 millions de Français et repartir de la base des communes, avec des associations qui existent comme SOS Maire et l'Association démocrate d'énergie de France, qui sont des associations indépendantes, apolitiques, asyndicales. Et c'est d'expliquer aux consommateurs et à l'élu, le maire de la commune, qu'il faut qu'il fasse travailler les restaurations collectives avec des produits locaux, qui passent des contrats directs avec les paysans, les nourriciers. Donc c'est 40 millions de repas chaque jour, la restauration collective, sur les 204 millions de repas journaliers. Il suffit après de convaincre déjà un Français sur 3, plus les 40 millions, on va déjà arriver presque à 100 millions, la moitié des repas consommés chaque jour.
ou l'agriculteur, il n'y a rien à faire, il faut qu'il reprenne sa facture, il faut que ça soit lui qui facture directement. Et dans un second temps, on va converger vers ça au maximum pour reprendre la maîtrise de nos prix réels, hein. Et après, on demandera aux Français qui sont adultes d'écrire au ministre de l'économie et des finances et de dire que on est dans une transition, une mutation sociétale, et que les consommateurs se rapprochent des circuits locaux pour conserver les paysans, les nourriciers sur les territoires qui garantissent la sécurité alimentaire des populations en cas de conflit majeur, et que par contre, comme ils donnent entre 26 et 28% du coût alimentaire avec les subventions, il faut écrire au ministre de l'économie et des finances en disant « Monsieur, nous ne souhaitons plus que nos impôts aillent vers les multinationales et les centrales d'achat et les modèles agro-industriels agricoles pour financer des choses qu'on paye deux fois. » Voilà, c'est tout. Mais alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais beaucoup de consommateurs sont coincés à vouloir effectivement consommer mieux, mais souvent rebutés par le prix parce que par rapport à l'hypermarché qui va vendre des tomates à l'eau sans goût qui vont venir du Maroc versus des tomates en cycle court, parfois l'arbitrage est fait et que pour certaines familles, même quelques centimes, ça fait une différence énorme sur le budget. Alors, comment les convaincre que... Attention, ton alimentation dont tu viens de parler, elle est subventionnée, c'est pas le prix réel. Dans la brique de lait, les premiers prix des briques de lait, alors il y en a entre 1,20 € et 1,70 €, mais il y a des briques de lait du demi-écrémé, on en trouve à 0,70, 0,75. Bon, mais c'est que de la flotte, ils ont récupéré toutes les protéines, ils ont fait du business avec la crème et tout ce qu'il y a de bon dedans, c'est que de la flotte, donc le prix, nous, c'est 1 €, on va dire, en conventionnel, 1 €. Bon, 1 € au lieu, si on doit trouver des briques à 0,75. Bon, ça fait, tu vois l'écart que ça fait. Comme c'est du demi-écrémé, si tu prends un litre de lait chez un producteur à 1 €, rien ne t'empêche de mettre de l'eau dedans, toi. Donc, si tu le dilues, ça veut dire que tu vas en consommer moins. Bon, voilà. Donc, tu es en train de me dire qu'en gros, en achetant 1 litre entier, je peux faire 2 litres de demi-écrémé. Voilà. Non, mais les autres, ils vendent de la flotte. Donc, tout est faussé. Et alors, quand on parle du prix, le prix, c'est quel est le prix de la santé des Français? Parce que là, il y a des études qui sortent, je vais en parler prochainement dans des émissions. Il y a des études qui sortent par les médecins et tout ça. C'est sourcé que les produits transformés déclenchent beaucoup plus de cancers et de maladies que les produits bruts qui sont issus de l'agriculture locale et familiale. Donc la santé, je pense que ça n'a pas de prix. Hein, la santé, ça n'a pas de prix. Je pense qu'on nous a entraînés dans un tourbillon avec 78% de l'alimentation qui est achetée dans les grandes surfaces. Il faut bien le reconnaître. Parce que les grandes surfaces, il y a tout. Tu fais tes courses, tu achètes tes chaussures, tes vêtements, tu fais le plein d'essence de la voiture. Donc, c'est devenu, ils ont pris un pouvoir tel que les consommateurs, ils sont éblouis par ces centrales, quoi. Je comprends. Donc, en fait, on est face à une complexité. Donc, il faut convaincre les gens, mais pour toi, ça coule de source. C'est-à-dire que les gens, s'ils se rendaient vraiment compte de ce qui touche, ce qui gagne, on va dire en consommant mieux, le choix serait vite fait. Donc oui, c'est un problème d'éducation populaire alors. C'est ça, faut repartir du local parce que les gens qui transforment, qui font des yaourts, les gens qui vendent du vin en bouteille, qui transforment, on peut rien dire, c'est ceux-là qui s'en sont sortis le mieux. C'est sur une longue période, on voit bien que c'est les agriculteurs qui maîtrisent le produit jusqu'au bout de la chaîne, c'est ceux-là qui s'en sortent le mieux. Alors après, il peut se faire un partenariat avec les petits commerçants, ça c'est pas le problème. Il existe des petits commerçants qui peuvent jouer le jeu, et voilà. Mais il faut que l'agriculteur retrouve un revenu. Tant qu'on sera à 1 000 €, parce qu'on est beaucoup à 1 000 € sur une carrière, avec un endettement moyen de 260 000 €, 1 000 € par mois, ça le fera pas. Sans arrêt maladie, sans possibilité d'être remplacé,
1 000 €, ça le fera pas. C'est pour ça que les enfants d'agriculteurs, ils quittent le métier. Non pas parce qu'on est mal à la campagne, hein, on est mieux à la campagne qu'à Paris. On peut se stationner où on veut. On laisse les clés sur la voiture n'est pas Ah volée. bah, alors, je vais me faire l'avocat du diable. Depuis qu'ils ont mis très cher le stationnement et que presque les 4x4 sont interdits et que plus personne ne peut se garer, maintenant on peut stationner où on veut, c'est juste que ça coûte très cher. Voilà. Mais bon, la vie n'est pas comparable. Il y a une qualité de vie, pour moi, supérieure en campagne par rapport à la ville. Hein, on est au milieu de la nature et on est quand même, on est paisible, on est bien. Il y a juste une chose, il faut que les paysans aient une rémunération. S'il n'y a pas de rémunération, on le voit bien, de toute façon, on s'effondre la balance agroalimentaire, ça y est, hein, elle arrive à zéro. Alors qu'avant, on était supérieur à l'aviation. Donc on voit bien qu'on recule et c'est global, hein, c'est pas que notre pays qui s'effondre, hein. Les agricultures dans le monde, elles sont toutes très très malmenées. Et si je voulais faire un mot de conclusion, c'est que les 60 dernières années, parce que ça s'est surtout accéléré à partir des années 60, hein, les 60 dernières années, c'est le secteur marchand qui a capté la valeur. Donc le secteur marchand, bah, c'est les maquignons, le commerce, les gens qui vendent des tracteurs, tout le commerce en général. Voilà. Et le secteur tertiaire qui facture de la prestation. Alors, tu nous as parlé beaucoup des idées, de ta vision des choses pour améliorer. Tout ça, c'est très bien, mais j'aimerais terminer sur une projection simple mais vertigineuse et j'aimerais vraiment une réponse sincère de ta part parce que effectivement, le chemin possible pour que ça aille mieux, on le connaît. Mais en réalité, ça fait un certain temps que toi, d'autres, vous prêchez un peu dans le désert. Oui, c'est vrai. Et je sais que c'est difficile parfois à admettre, mais c'est pour ça que je voudrais une réponse sincère de ta part. Si on continue comme ça, dans 10 ans, dans 15 ans, qui produira notre nourriture? Des paysans? Des multinationales? Et au fond, est-ce que ce qui est en train de se passer là, c'est juste qu'on va choisir une agriculture sans agriculteurs? Oui, ça, à terme, c'est clair qu'à la vitesse qu'on va, on va descendre à 100 000 agriculteurs, on va se diviser par 4 et ça peut aller très vite. Et ça sera effectivement des firmes multinationales qu'auront des parts, c'est déjà commencé, hein, qu'auront des parts dans des exploitations. Et là, la nourriture sera encore plus industrialisée, automatisée. Et le consommateur paiera toujours aussi cher, je dirais même voire plus cher. Je dirais même voire plus cher. Et il y aura plus de paysans. Hmm. Donc, pour que je paraphrase tes propos, mais parce que je pense que c'est important. Ce que tu dis là, c'est plus une alerte, on est dans un risque d'extinction, en fait. Oui, oui. Et Alors, et c'est peut-être ça que les gens ne prennent pas forcément en compte et ne se rendent pas compte. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une crise dont on peut se remettre, on est juste, il y aura plus d'agriculture. Et que on ne met ce sera pas simple de s'en relever. Déjà, je pense qu'aujourd'hui, c'est déjà très compliqué de s'en relever, même si les pistes que tu apportes sont, on va dire, iraient dans le bon sens, vu tous les traités à déconstruire, les oligopoles à démanteler. Parce que sur ton schéma, et on va le remettre à l'écran de la FNSEA, ça ne peut pas passer par le maintien de ces superstructures qui contrôlent tout. Elles sont trop puissantes, donc il faut démanteler, il faut séparer les activités, il faut faire en sorte de diminuer la puissance de ces groupes industriels pour justement éviter le déséquilibre. Donc aujourd'hui, malheureusement, personne, que ce soit le politique ou même malheureusement les mobilisations des agriculteurs, n'est en mesure d'inverser la donne. non, parce que ces multinationales-là, c'est eux qui nous financent. On a des lignes de crédit qu'on peut plus obtenir dans le réseau bancaire. Les banques ne jouent plus leur rôle. Alors c'est encore ça, j'en ai pas parlé. Donc c'est les coopératives elles-mêmes qui nous financent. Mais il y a quand même une chose qu'il faut penser, Pedro. La meilleure solution de renverser la table et de dénier le combat, ce n'est pas d'aller à l'affrontement avec des multinationales qui ont une portée internationale, mondiale, avec leur commerce qu'ils ont à travers le monde et ils font produire des paysans à travers le monde,
c'est de monter un réseau parallèle en repartant justement de la base avec les consommateurs, convaincre les citoyens, chaque individu français a un bulletin de vote, manger c'est voter, et comme avait dit Coluche, il suffit d'arrêter d'en acheter pour plus qu'ils en vendent. Donc, nous tous réunis, on a quand même une force de frappe, que tu le veuilles ou non. Si demain, tu décides de plus rouler en voiture, mais de rouler en moto, et qu'on est nombreux comme toi, ils vont vendre moins de voitures. C'est un exemple que je te prends. Si demain, tu décides de manger plus de végétal et d'arrêter, mettons, le poulet et la viande, il n'y a rien à faire. Ils vont pas te prendre de force pour te faire manger de la viande. Donc, c'est bien quand même par nos actes qu'on va choisir, les achats qu'on va choisir, qu'on va influencer la suite des événements. C'est pas Ursula von der Leyen ou Bill Gates qui va t'obliger à manger des produits frais, ou tu vois ce que je veux dire. C'est quand même bien nous les citoyens, on a quand même une force que personne ne peut arrêter. Simplement, il faut avoir compris les enjeux. On a tous intérêt à ce qu'il y ait plus de paysans, des fermes de taille familiale, parce qu'à mesure qu'on régresse et qu'on perd la paysannerie, on ne perd pas que les paysans, on perd des emplois sur les territoires, la vie sur les territoires, des emplois qui sont non délocalisables si on les renforce, et on perd le savoir-faire. C'est ça qui est grave, c'est qu'on est en train de perdre un savoir-faire agricole. Mmh. Alors c'est pas réjouissant tout ça, parce que malheureusement, c'est des filières qui n'attirent plus. Non. Faut être utile et on va pas jeter la pierre aux jeunes. C'est clair que quand on écoute des agriculteurs plus anciens comme toi et on voit la galère que c'est, on a l'impression que, on va dire, c'est masochiste aujourd'hui de se lancer dans l'agriculture. Et si on n'a pas hérité d'une ferme ou si, on va dire, c'est pas quelque chose de famille sur plusieurs générations, et encore, on se dit, mais à quoi bon? Personne n'a envie, Non, et ça, je pense, que ce soit salarié, employé ou même agriculteur, personne n'a envie de travailler comme un esclave à perte. Alors qu'on soit bien clair, hein, ce métier-là, c'est des métiers comme beaucoup d'indépendants. Hein, c'est des métiers passion qui sont repris souvent derrière les parents. Les gens ne se plaignent, les agriculteurs ne se plaignent pas de la dureté du travail, de travailler le samedi, le dimanche, le jour de Noël. Ça n'a jamais été une revendication agricole. Il n'y a qu'une chose qui vole les paysans, c'est être rémunérés à leur juste valeur. S'ils sont rémunérés, moi je vais te dire, traire les vaches le jour de Noël, nourrir les canards, les lapins le jour de Noël, c'est pas un souci. À une condition, c'est qu'on gagne notre vie. Parce que si on gagne notre vie, bah, on a des remplaçants. Parce que les remplaçants, on les a. Moi, j'ai eu 2 salariés dans ma carrière et ça se passait très bien et j'avais des salariés extraordinaires, qui étaient prêts à travailler le dimanche. Mais pour ça, il y a une chose qui est incontournable, c'est qu'il faut gagner de l'argent. S'il n'y a pas de marge, c'est pas possible. C'est tout. Bien sûr, je comprends tout à fait. C'est-à-dire que de toute façon, on en revient toujours au même principe. Tant et d'ailleurs, c'est assez cocasse parce que dans un monde où si toutes ces multinationales-là, et je dis bien toutes, ont une vision dérégulée du marché, des traités de libre-échange, pas de barrières de douane, etc., c'est que quand ça les arrange. Tout à fait. C'est-à-dire que elles, si les agriculteurs, dans cette logique de libre marché, pouvaient vendre à n'importe qui, à n'importe quel prix, ils n'accepteraient pas les règles. Par contre, quand c'est leur avantage, là, ça marche. C'est assez pathétique. Alors, je conclurai là-dessus. Tu vas me dire si je me trompe. C'est pas du libéralisme, à ma connaissance. Ce n'est même pas du néolibéralisme. C'est de l'ordolibéralisme. Parce que, en fait, le libéralisme pur et dur, normalement, il n'y a pas d'intervention de l'État. Alors que là, ces multinationales-là, regarde, ils payent pas d'impôts. Ils font des sociétés, ils échappent à l'impôt. Ils font même appel à l'État-providence pour prendre une partie des investissements. C'est pas le libéralisme, ça, Pedro. Non, mais de toute façon, on va être très clair. Alors, je vais me faire encore conspuer d'avoir dit ça, mais c'est une réalité. Le vrai libéralisme Oui. a été très peu pratiqué. Non, très peu. Pourquoi?
Parce qu'en réalité, tous ceux qui sont puissants, ils veulent la commande publique, mais pas pour les autres, pour eux. Certains milliardaires propriétaires de réseaux sociaux ont gagné de l'argent parce que certains États, je pense à la Californie, faisaient des crédits d'impôt pour que les gens achètent des bagnoles électriques, ou que l'État, on va dire américain, commandait des fusées. Et c'est les mêmes qui vont dire, ils vont parler de libre marché, de tout ce qu'on veut, mais ils sont très contents que l'État soit là pour leur acheter leurs trucs. Et donc c'est vrai que là-dessus, il y a toujours une position facile, et c'est la même de la FNSEA, du MEDEF, etc. C'est: ah non, mais nous on veut pas payer les gens aux minima sociaux. Par contre, soyez généreux avec nous. Donc ils aiment bien l'État-providence quand il est pour eux. Et je vais même pas avoir l'indécence de rappeler, après 2009, c'est les établissements bancaires qu'on a sauvés parce qu'ils ont fait n'importe quoi, et qui aujourd'hui rechignent. Quand tu arrives avec un business plan carré en gagnant du revenu et que tu demandes un prêt de 10 000 € pour acheter un ordinateur, on va dire: mais monsieur, est-ce que vous êtes sûr, etc. Alors que ces mêmes banques ont été incapables d'administrer les fonds qui leur ont été confiés, dont certaines dans des logiques de quasi-faillite, parce qu'ils avaient des actifs toxiques. Bref, tout marche sur la tête, c'est-à-dire que quand c'est eux qui choisissent, d'un seul coup, ça va, mais quand c'est nous qui choisissons, voilà, ça marche pas. Donc on vit dans ce monde dirigé par des puissants qui se gavent, littéralement, sur le dos des travailleurs. Alors, ça paraît très marxiste comme vision, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Parmi les milliardaires, les plus gros milliardaires français, on va prendre Bernard Arnault, qui fait sa fortune grâce à l'État français. Ils mutualisent les pertes et ils privatisent les bénéfices. Mais c'est vrai que quand on regarde dans l'histoire du monde, dans l'économie, Jacques Sapir et beaucoup d'autres le disent d'ailleurs, des modèles vraiment libéraux sans aucune intervention de l'État, il n'y a aucun pays dans le monde qui peut démontrer qu'il a vécu sans l'État-providence. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Oui, c'est juste que c'était un État-providence pour des petits groupes et pas pour l'ensemble de la population. Aux États-Unis, chantre du libéralisme, l'État est bien providence pour certains, pas pour tous. Non. Donc, effectivement, de toute façon, c'est toujours le même problème. Écoute, Philippe, je te remercie beaucoup pour cette discussion. Malheureusement, bon, l'accord du Mercosur, un accord de plus, comme on l'a dit, qui n'est pas le cœur du problème, mais qui n'est qu'un problème. On va dire un caillou rajouté sur un caillou qui a été rajouté sur un caillou, etc. Mais on oublie le fondement, en fait, du problème. Va être signé. Comment ça va réagir? De toute façon, les agriculteurs n'ont quasiment pas de moyens d'action. Si même le président de la France s'est fait moucher et a été incapable, alors que soi-disant il était contre, et je dis bien soi-disant parce c'est quand même, on va dire, il a été parmi les instigateurs pour pousser pour que ce soit signé, et d'un seul coup, juste voyant que ça pouvait exploser socialement, il s'est ravisé. Bref. Non, mais il n'y a pas de moyen d'action. Il faut remonter un circuit parallèle. Et on a un beau pays, la France, avec des territoires qu'on peut valoriser, avec un prix de souveraineté nationale. Je suis pas d'accord avec toi sur le fait qu'il n'y ait pas de moyen d'action. Si demain, le gouvernement français et le président de la République décidaient, pour protéger les agriculteurs, de respecter les traités de libre-échange, ils pourraient. Alors oui, ça rien, mais vous êtes fous, ils vont s'exposer à de lourdes amendes. Peut-être, mais ce serait un acte souverain. La réalité, c'est qu'ils diront: ah, on n'avait pas le choix, c'est comme ça, tant pis. Très bien. Ouais. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Bédo. Alors, pour tous ceux qui ont la possibilité, n'hésitez pas à liker, partager. Alors, cette vidéo est multidiffusée et sur notre chaîne et sur celle de Philippe. Donc, Philippe est dans le pré, auquel aussi je vous encourage
à vous abonner. Il y a aussi les réseaux sociaux de Philippe, donc toujours Philippe est dans le pré sur TikTok, X, TikTok aussi. exactement, un peu partout. Donc, je vous encourage à suivre ses analyses. Il fait régulièrement aussi des interviews très intéressantes lui-même. Pour ceux qui peuvent, n'hésitez pas à un petit don. C'est pas de refus parce que pour faire vivre l'information, pouvoir développer des formats longs, etc. Ben malgré tout, nous aussi comme les agriculteurs, on aimerait bien pouvoir avoir une rémunération juste. Pour l'instant, on a choisi d'être esclave pour le citoyen. C'est pas facile, c'est beaucoup de coups de fouet, beaucoup de remarques sous les vidéos. Donc chaque remarque d'un truc qu'on n'aurait pas bien fait est un coup de fouet, je vous dis. Donc attention à la maltraitance. Mais plus sérieusement, voilà, si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas. De toute façon, on va revenir régulièrement avec Philippe. On va voir comment va se dérouler la fin de ce conflit des agriculteurs parce que même s'il est moins visible, il existe toujours. Et surtout, en Europe, ça commence aussi à bouger parce qu'on est sur un système qui est à bout de souffle et qui clairement, n'importe quelle étincelle peut être un déclencheur d'une explosion sociale. Et on peut dire que le gouvernement, peut-être, et tu peux conclure là-dessus, et tu peux nous dire ton sentiment, mais le gouvernement a su jouer habilement de la naïveté des agriculteurs et pourtant on était nombreux à alerter en décembre en disant ah c'est pas signé, on a gagné, machin, pour qu'au final on est quoi 17 jours plus tard ce soit signé. Non, mais c'est des manœuvres politiciennes en lien, en cogestion avec la FNSEA, qui a bloqué déjà le départ des tracteurs dans les départements parce que c'était en cogestion avec le ministère de l'Intérieur, hein, pour freiner les indépendants, la coordination rurale et la Confédération paysanne, pour qu'ils gardent le leadership au niveau de la représentation, FNSEA. Mais bien sûr qu'ils nous emmenent en bateau, sachant que le cœur du sujet, c'est pas le Mercosur ni l'abattage des animaux, qui est atroce, c'est le modèle économique français qui fait que, et européen, qui fait que les paysans sont appauvris par l'industrie agroalimentaire. Voilà, ça sera mon mot de la fin. Eh ben merci beaucoup. N'hésitez pas à consommer local, Oui. cherchez autour de vous. Parfois il y a un petit commerce un peu caché. C'est pas forcément ceux qui sont dans les rues les plus commerçantes, etc. Alors méfiez-vous. Tout ce qui est Biocoop, etc. Parfois c'est pas forcément, c'est pas parce qu'il y a marqué bio en gros que c'est forcément on va dire le plus vertueux. Par contre, effectivement, il y a des AMAP, il y a de plus en plus même dans les villes, d'espaces de circuits courts. Et donc, et si vous connaissez des agriculteurs, bah, plutôt que d'acheter des bouteilles au supermarché, achetez-les dans le vignoble. Ça fait une belle balade. En plus, si vous avez des enfants, ça fait toujours une belle balade. Et c'est sympa. Moi, je me souviens, enfant, mes parents m'emmenaient faire la tour dans le Bordelais, etc. On allait dans les exploitations, on goûtait. C'est bien, ça fait vivre le terroir et en plus, ça fait découvrir la culture et la gastronomie française, puisque chaque vignoble a un fromage, une liqueur, des fruits, etc. Bref. Alors, attention, je n'encourage pas à faire boire les enfants. Cette époque est révolue, on n'est plus dans les années 80, donc on n'a plus le droit de faire boire les enfants, mais on peut leur faire découvrir le terroir et au moins sentir, voir ce que c'est des fûts, c'est toujours sympa. Mais aussi de consommer, c'est-à-dire que d'acheter votre lait, si vous n'êtes pas très loin d'un producteur, bah, et voyez, peut-être que si vous êtes dans une rue, dans un petit village et que vous avez des voisins, et bah dites, voyez s'il n'y a pas un producteur qui peut tous vous livrer. Souvenez-vous, avant, euh, moi j'ai connu une époque où il y avait des producteurs de lait qui passaient, qui déposaient des bouteilles et qui venaient rechercher les bouteilles et on changeait les bouteilles. C'est encore possible. Ah, franchement, du lait frais, c'est pas du tout le même goût que le lait pasteurisé on vous donne en briques UHT. Bref, comme tu l'as dit si bien, c'est de la flotte. C'est la flotte blanche, mais c'est de la flotte. Mais c'est vrai que c'est impressionnant hein, quand on reboit pour nous urbains, quand on est habitué à ce lait-là et que d'un seul coup on reboit du vrai lait, c'est pas le même goût. Pas Je du me tout. suis
c'est quoi? C'est comme c'est comme de passer de l'eau au coca, quoi. Tu fais: «Mais c'est pas qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je viens de boire?» Malheureusement, voilà, c'est de plus en plus rare, mais n'hésitez pas, soutenez, si vous pouvez, comme l'a dit, Philippe, il y a des fromages, les AOP et cetera. Chacun peut être, et tu l'as dit ce très joli mot, conso-acteur. Consommateur. Exactement. Prenez, regardez et essayez de faire vivre les filières, et dès que vous verrez, donc on mettra en annexe, de cette vidéo le tableau, le fameux tableau. Si vous voyez une de ces marques-là, bah, dites-vous: «C'est peut-être pas si bien que ça, choisissez-en une autre». Alors attention, hein, vérifiez bien, mais j'appelle pas au boycott. Je dis juste, s'il y a une autre alternative, parce que déjà, c'est en redistribuant les cartes qu'on va pouvoir changer les rapports de force. Merci Pedro. Merci beaucoup, merci à tous, et je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt. Merci Pedro.